aujourd'hui, nous sommes le 3 août. Alors certes, je sais pour certaines et certains chanceux, ce sont les vacances, vous qui êtes là au webinaire et qui avez pris ce temps, déjà, je tenais à vous remercier, puisque c'est vrai que se dégager 1 heure en plein mois d'août, quand on est en vacances, ou même quand on ne l'est pas, c'est pas spécialement évident. Donc merci pour ça. La thématique du webinaire d'aujourd'hui va porter sur la reconversion professionnelle. Et donc, comme d'habitude, il va y avoir environ une demi-heure de présentation où je vais vous expliquer. Et une deuxième partie, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. Cependant, si jamais vous avez des questions qui ne peuvent pas attendre ou que vous avez peur de les oublier, n'hésitez pas à les écrire en commentaire et bien sûr, on prendra le soin de les reprendre à la fin de ce webinaire. Alors, cet atelier va être déroulé en 4 temps. En premier temps, je vous ferai une petite introduction. En deuxième temps, je vous parlerai de la vie professionnelle au moment du cancer. En troisième temps, nous parlerons de la reconversion professionnelle et de sa définition. Et en quatrième temps, nous aborderons les questions à se poser avant de prendre ce virage professionnel. Voilà. Alors, il faut savoir que cet atelier sur la reconversion professionnelle, c'est un atelier où vous allez être très active, mais derrière vos écrans, puisque d'habitude, je l'ai fait en présentiel à la Maison Rose Paris. Et donc, je vais vous demander de prendre quelques instants, 2-3 minutes, pour que vous pensiez à 3 mots qui pourraient vous définir aussi bien parfaitement qu'imparfaitement. C'est-à-dire si vous devez vous dire, moi, alors je vais voir le nom des participantes que nous avons aujourd'hui. Donc, par exemple, moi, Fatia, moi, Isabelle, moi, Stéphanie, moi, Valérie. Si je devais me définir en 3 mots, qu'est-ce que ce serait? Voilà, aussi bien parfaitement qu'imparfaitement. Et soyez, alors bien sûr, en temps normal, quand je fais ça avec vous, je vous aiguille, je vous aide et je vous aide à trouver des synonymes ou des choses comme ça. Mais là, sachant qu'il y aura le support qui vous sera envoyé, c'est juste pour vous mettre dans les bonnes conditions. Voilà. Maintenant que vous avez ces 3 mots, ou en tout cas que vous n'en avez qu'un, gardez-les, notez-les quelque part dans un coin et gardez-les en tête au cours de cet atelier. Alors, première partie, la vie professionnelle au moment du cancer. Il faut savoir que, je ne vais pas vous l'apprendre, le cancer bouleverse l'image que l'on a de soi et a fortiori l'image que l'on a de la vie en général, de son sens, d'autrui et surtout, le cancer vient redéfinir la notion de important et de grave. C'est vraiment ça qu'on observe au niveau des personnes que l'on accompagne, en tout cas moi que j'accompagne au sein de Rose Up Paris. Et c'est vrai que en fait, ce qui était grave hier ne l'est plus aujourd'hui. Ce qui est important aujourd'hui, c'est pas ce qui était important hier. Et en fait, tous nos repères deviennent en quelque sorte chamboulés. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que qui plus est durant la maladie, ce qui était hier valable ne l'est plus aujourd'hui. Et demain, en tout cas le futur, peut paraître bien angoissant, encore plus lorsqu'on a la maladie. Et d'ailleurs, à ce sujet, moi j'ai envie justement de vous ressolliciter une deuxième fois et de vous demander de vous interroger qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir 2 minutes. Je reviens. Voilà. Alors, j'espère que vous avez pris ces quelques secondes, ces quelques instants pour vous demander qu'est-ce qui était important. Et finalement, j'ai envie de vous dire, faire cet atelier au mois d'août, c'est plutôt pas mal, puisque ça va vous donner en fait le temps de vraiment vous poser les bonnes questions. La plupart des gens considèrent leur vie professionnelle comme étant un train que l'on prend et on s'arrête à 40 ans. Et en fait, avoir ces temps de pause, c'est quelque chose qui se fait rare. Et vous, prendre ce temps-là, vous poser les bonnes questions de quels seraient les 3 adjectifs qui me définissent aussi bien parfaitement qu'imparfaitement? Qu'est-ce qui est important? Ça va vous aider à vous remettre sur les rails si jamais vous vous posez des questions. Ensuite, au cours de cette première partie sur la vie professionnelle au moment du cancer, il y a un deuxième point qui est hyper important, c'est l'impact psychologique.
parmi mes lectures et lorsque j'échange avec certaines d'entre vous à la Maison Rose Paris, s'il suffisait d'un groupe de mots pour résumer cette épreuve, je pense que jamais plus comme avant, c'est la phrase qui revient la plus souvent. L'annonce d'un cancer marque une fracture dans l'existence. On va entrer dans un monde nouveau, celui de l'hôpital, et on va devoir mettre en place une nouvelle organisation pour continuer à gérer notre vie professionnelle et privée, mais également pour continuer à répondre à nos obligations, parce que si notre monde d'avant semble gelé, le monde, de manière générale, lui, ne s'arrête pas de tourner. Et c'est ça, en fait, c'est cette espèce de double temporalité qui vient perturber énormément, surtout dans la vie professionnelle. Et dès lors que l'on doit envisager de nouveau le retour au travail, cela peut paraître très stressant, très angoissant, mais aussi excitant, parce que voilà, avec cette éternelle question, la femme que j'étais a changé, alors est-ce que la professionnelle aussi? Vous voyez? C'est-à-dire, vous avez été bouleversé d'un point de vue dans votre vie, forcément au sens bouleversement, c'est-à-dire que les cartes se sont rejouées, votre normalité a changé, vos critères ont changé, etc. Et donc vous dites, bah, ok, moi j'ai changé, mais donc forcément, à un moment donné, est-ce que ça va avoir des conséquences sur ma vie professionnelle? Et donc, c'est pour vous accompagner dans votre vie professionnelle, dans ce changement, que nous avons conçu cet atelier pour, expliquer ce qu'est la reconversion professionnelle, et 2, les questions à se poser avant de reconversion. Pourquoi j'ai eu envie, avant de vous parler de reconversion, de vous expliquer ce qui se passait d'un point de vue psychique, ou en tout cas au sens large, lors d'un cancer, c'est que forcément, ne vous étonnez pas d'avoir envie de tout changer, de tout basculer, parce que, et aussi, fait très important, il y a beaucoup de personnes en fait qui vont mettre en cause leur ancienne vie, entre guillemets, même si finalement c'est la même vie, leur vie professionnelle comme étant la cause de leur cancer. Beaucoup de personnes font ça. Et aujourd'hui, en fait, l'objectif, comme je vous l'ai dit, de cet atelier, c'est vous expliquer qu'est-ce que c'est vraiment une reconversion, et surtout, quelles sont les questions à se poser. C'est-à-dire, vouloir dire, oui, j'ai envie de changer de vie, j'en ai marre, c'est fini, pas de souci, mais est-ce que c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui ne s'est déclenché qu'avec la maladie? Et donc, c'est pour ça que je suis là pour les prochaines minutes pour vous. Alors, deuxième partie, la reconversion professionnelle, définition. Super. Alors, déjà, je vais vous demander d'écrire à nouveau. Quel mot associez-vous quand je vous dis carrière? Je vous laisse 2-3. C'est dommage que je n'ai pas une petite musique d'attente, mais voilà, quels sont les mots que je vous dis lorsque quels sont les mots que vous associez lorsque je vous dis carrière? Vous les avez? Alors, n'hésitez pas à écrire dans la barre de chat si vous avez, si, au fur et à mesure quand vous suivez, parce que là vous allez devoir beaucoup travailler, quand vous suivez les exercices, est-ce que du coup vous avez réussi à mettre des mots associés à la carrière, dans la barre de chat? Merci Fatia. J'attends encore quelques secondes. Super. Donc, au tout début de cet atelier, on a travaillé sur 3 mots qui vous définissent vous. Ensuite, on a travaillé sur votre vision de l'important. Et là, on est dans la deuxième partie où on parle de la reconversion professionnelle et de la définition. Et je vous ai demandé effectivement quels sont les mots que vous associez lorsque je vous dis carrière. Ensuite, qu'est-ce que la reconversion professionnelle? Parce qu'on en entend parler. Et puis en plus, j'ai vu récemment que M6 avait fait un reportage sur ces franchisés qui changent de vie et qui se reconvertissent. Très bien, tout le monde en parle, mais qu'est-ce que c'est? Alors, la reconversion professionnelle, c'est, je cite le Larousse, l'adaptation d'une industrie ancienne à de nouveaux besoins, changement de production opéré par une entreprise, changement de type d'activité ou de secteur d'activité au terme d'un processus et de reclassement, ou fait pour un individu
de se reconvertir dans une nouvelle activité, c'est-à-dire de changer diamétralement de secteur, d'entreprise ou de type de métier. En fait, la reconversion, c'est faire quelque chose de nouveau, tout simplement. C'est pour ça qu'on dit se reconvertir, puisqu'en fait, vous changez les bases de qui vous étiez professionnellement pour les adapter à un autre secteur. En termes de statistiques, parce que je me savais, voilà, c'est bien d'avoir des faits. Selon un sondage mené par l'AFPA sur 5000 actifs et 500 chefs d'entreprise et de DRH, 60% des sondés ont déjà changé au moins une fois d'orientation professionnelle, c'est-à-dire de métier ou de secteur d'activité. 88% des sondés sont prêts à suivre une formation pour un secteur qui recrute. 65% des RH estiment que les reconvertis sont un atout pour l'entreprise. Et enfin, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, si vous regardez un petit peu autour de vous, et quand vous vous intéressez vraiment à la vie des personnes, à votre entourage proche, ça peut arriver, mais en gros, on a plus d'une personne sur deux qui a littéralement changé d'orientation professionnelle, de métier ou de secteur d'activité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes qui ont déjà fait ce cap-là, et c'est juste que ce sont des choses auxquelles on ne parle pas. Moi, typiquement, ce week-end, j'étais avec des amis, et c'est vrai que pourtant, on a tous dans la trentaine, voire plus, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très commun, très courant. Beaucoup ont envie d'ailleurs, et avec le confinement, beaucoup se sont rendus compte que finalement, le métier qu'ils faisaient, c'était quelque chose qui n'était pas du tout aligné avec leurs valeurs. Et donc, sachez que c'est quelque chose qui est beaucoup plus commun qu'on le pense. C'est juste que désormais, on a mis des mots dessus. Et la clé de la réussite d'une reconversion, ça va consister à monter un projet solide et cohérent qui vous ressemble, qui soit adapté à nos valeurs, à nos motivations et nos besoins professionnels. C'est-à-dire que, effectivement, aujourd'hui, si vous voulez vous lancer corps et âme dans la reconversion professionnelle, il faut absolument que ce projet-là soit solide et soit en béton armé. Et bien sûr, au-delà qu'il corresponde à vos valeurs, vos motivations, il faut qu'il corresponde à vos besoins professionnels. Sinon, c'est de suite caduque. Et là, les questions que vous attendiez, je vais regarder. Alors, quelles sont les questions à se poser avant de prendre ce virage professionnel? Eh bien, sachez, mesdames et messieurs, s'il y en a, je ne sais pas, il y a 10 questions à se poser. Pas plus, pas moins. 10 questions à se poser avant de prendre un virage professionnel. Première question à vous poser avant d'entamer une reconversion professionnelle. Pourquoi? Pourquoi souhaitez-vous faire cette reconversion? Pourquoi avez-vous envie de faire cette reconversion? Et si la réponse, c'est juste changer de vie, ça ne suffit pas. Pourquoi vous avez envie de changer de vie? Vous savez, c'est le jeu un peu que font les enfants, c'est pourquoi, pourquoi, pourquoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois quand vous vous donnez une réponse, il faut dire pourquoi, etc. etc. Et bien, faites-le avec vous-même. Pourquoi j'ai envie de faire une reconversion? Pour changer de vie. Pourquoi j'ai envie de changer de vie? Parce que mon environnement ne me plaît pas. Pourquoi mon environnement ne me plaît pas? Parce que je vis dans la ville et j'ai besoin de nature. Pourquoi j'ai envie de nature? Parce que j'ai envie d'essentiel, etc., etc. Jusqu'à un moment où, bien évidemment, vous allez arriver à la fin des questions. Et donc, dans ce cas-là, ça vous servira de support. Deuxième question, depuis quand? Est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec le cancer? Est-ce que c'est quelque chose que j'avais au fond de moi avant, mais j'ai jamais osé le faire parce que on m'a dit que c'était bouché, parce que on m'a dit que j'en aurais pas les capacités, parce que j'ai cru que c'était réservé pour les autres, parce que je me trouve ridicule quand je pense à ce projet-là. Typiquement, il y a beaucoup de personnes qui ont envie de se reconvertir dans des activités manuelles et qui, en fait, n'ont pas osé le faire parce qu'à l'époque, c'était mal vu, parce qu'à l'époque, on disait « Ah, mais comment tu vas gagner ta vie, etc. » Et donc, là, en fait, c'est depuis quand vous en avez envie. Et soyez honnête avec vous-même. Si vous en avez envie depuis 3 semaines, comme depuis 3 ans, comme depuis 30 ans, comme depuis 3 mois, il n'y a aucun problème. Le but du jeu, c'est pas de vous convaincre vous-même que c'est le bon moment, c'est juste faire preuve d'honnêteté. Troisième question, et ça c'est attention, on rentre dans les questions un peu qui méritent un peu une introspection.
Est-ce que c'est un désir profond ou quelque chose qui vient répondre à une angoisse? Parfois, dans les périodes troubles, on pense que changer de métier, c'est la solution. Et c'est vrai que au sein de Rose Up, à Paris, le webinaire sur la reconversion professionnelle, on l'a fait en 3 fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, en 3 temps, avec à chaque fois 1 mois de différence, parce qu'en fait, on veut laisser les femmes prendre la bonne décision et être sûre que c'est pas quelque chose qui vient répondre à une angoisse, mais au contraire, c'est un projet qui réfléchit. Et donc, pour vous donner un peu une comparaison un peu mignonne, c'est comme si, pour celles et ceux qui sont en couple, en pleine crise avec votre partenaire, pour vous, en fait, vous êtes en pleine crise et vous dites, bah, écoute, c'est fini, je me casse, c'est terminé entre nous. Pourquoi? Parce que c'est plus facile, plutôt que d'affronter les choses. Eh bien, en fait, c'est la même chose. Quitter votre travail parce que vous êtes dans une pleine crise, c'est une solution de facilité. Quittez votre travail parce que vous avez réfléchi, que ce soit sur l'environnement, sur le métier, sur les évolutions, sur le secteur, sur la localisation, et ça ne vous convient plus, c'est mieux. On ne prend jamais une décision sous le coup de l'émotion. Jamais. Qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes lorsqu'on est dans toute l'émotion, en fait, notre cerveau ne réfléchit plus et on va avoir des espèces de pulsions ou des réflexes instinctifs qui vont venir et qui ne sont pas spécialement parfois adaptés à la situation. C'est pour ça que je vous demande de réfléchir vraiment à cette question. Est-ce que c'est un désir profond ou quelque chose qui vient de répondre à une angoisse? Et rien que ça, déjà, ça doit vous faire travailler. 4e question à vous poser avant d'entamer un virage professionnel. Partir, oui, mais pour faire quoi? Quel est votre projet? Alors, c'est quoi un projet? Un projet professionnel, c'est défini comme la formalisation d'une évolution souhaitée de la situation professionnelle. C'est quoi la suite? Et comment on construit un projet professionnel? Eh bien, on écrit ses idées à plat et on fait le jeu du pourquoi. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment je vais y arriver? Comment je vais gagner de l'argent? Comment je vais pouvoir m'organiser dans ma vie, etc. Est-ce que c'est compatible avec ma vie? Est-ce que c'est compatible avec mes envies? Est-ce que c'est compatible avec mes traitements s'il y en a qui sont encore sous traitement? Ou alors est-ce que c'est compatible avec mon état de santé et mon état physique? Si je suis trop fatiguée, est-ce que faire une formation d'agricultrice c'est la meilleure des solutions? Je ne sais pas. Et donc, si vous êtes vraiment sûr que vous voulez partir, que ça répond à un désir profond, mettez à plat votre projet. Sinon, vous allez partir dans tous les sens. 5e question à vous poser. Quelles compétences ai-je besoin de développer et comment? Je vous laisse noter la question. Peu importe votre choix, dites-vous que même si vous n'avez pas d'expertise, vous avez une expérience. C'est-à-dire que même si vous avez envie de changer totalement de métier ou de secteur d'activité, tout ce que vous avez appris dans votre vie durant, c'est quelque chose qui va forcément être utile. Par exemple, si vous avez été je sais pas moi, si vous travaillez dans les chiffres ou si vous travaillez dans le médical et vous souhaitez ouvrir une boutique de fleurs, eh bien, dans le médical, il y a ce sens de l'écoute, il y a cette empathie, il y a cette dimension conseil qui est très forte que vous allez pouvoir retrouver. Si vous avez travaillé dans les chiffres et que vous voulez vous reconvertir en tant que fleuriste, eh bien, le fait de gérer, par exemple, de savoir gérer un bilan ou un compte de résultats, c'est quelque chose qui va vous être utile en tant qu'entrepreneur, etc., etc. Donc, quoi qu'il arrive, même si vous n'avez pas d'expertise, vous avez une expérience. Après, dites-vous que chaque talent, chaque compétence ou chaque ressource que vous avez dû utiliser dans le passé, c'est quelque chose de transférable. Et donc, il est donc intéressant et hautement recommandé de vous baser dessus pour avancer et les mettre en relief dans votre futur métier. Alors, petit spoiler, la semaine prochaine, on va faire un atelier sur le bilan de compétences et donc je vous apprendrai, alors on parlera du côté très administratif du bilan de compétences, mais également je vous expliquerai comment les retrouver. Attention, toutefois, à ne pas retomber dans les mêmes spirales. Ce n'est pas parce que vous êtes doué dans un métier
que votre prochain métier doit contenir les mêmes compétences. Sinon, vous risquez fortement de recroiser vos vieux démons et à savoir le stress. Voilà. Donc, et c'est vraiment à ce moment-là où il faut que vous vous posiez la question. Donc là, vous voyez, on est dans des questions qui sont beaucoup plus profondes que les premières. Après avoir dessiné votre projet, après vous vous êtes rendu compte que ce désir, c'était quelque chose de profond et que ça ne venait pas répondre à une angoisse, il faut absolument que vous fassiez la liste des compétences dont vous avez besoin pour à développer et comment les développer. Et une fois que vous aurez trouvé comment, de vous mettre en action, de vous mettre en mouvement pour aller développer ces compétences, soit en faisant une formation, soit en contactant des professionnels pour échanger avec eux, etc., etc., etc. Ensuite, question 6. Est-ce que mon projet est en phase avec la réalité? Typiquement, si vous me dites que vous souhaitez ouvrir un restaurant en ce moment, comment vous dire que ce n'est pas la meilleure des idées vu le contexte actuel? Il faut savoir aussi que il faut savoir si votre projet est en phase avec la réalité économique, mais si également il est en phase avec votre réalité. Il y a quelque chose qui existe depuis très longtemps qu'on appelle le fantasme de la chambre d'hôte. Pourquoi le fantasme de la chambre d'hôte? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans les villes et qui se disent « j'en ai marre, je vais aller... je vends mon appartement, je vends ma maison en pleine ville et je vais m'acheter une vieille maison et je vais faire des chambres d'hôtes. Et voilà, je cuisinerai des petits plats, je m'occuperai de mes invités, etc., etc., etc. » Alors, il faut savoir une chose, c'est que ça, le fantasme de la chambre d'hôte, c'est ça. Mais ce qu'on ne dit pas dans la chambre d'hôte, c'est qu'il faut cuisiner, faire le lit, faire le ménage. Imaginez imaginez que vous avez 7 personnes dans la semaine qui changent littéralement. Ça veut dire qu'il faut faire 7 fois le ménage entre les draps, la chambre, la salle de bain, leur faire à manger, etc., etc. Cela demande de l'endurance physique et une résistance à la fatigue. On est très loin de l'image bucolique de la petite maison avec des... Voilà. On reste quand même dans un métier qui est, même si c'est une chambre d'hôte, c'est le métier de l'hôtellerie. L'hôtellerie-restauration, c'est un métier qui est assez prenant, qui est assez fatigant. Et même si c'est chez vous, au contraire, ça ne change rien. Et voire même c'est pire. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans votre espace et vous devez laisser les gens vivre chez vous. Donc, ce n'est pas ce qu'il y a de plus idéal. Donc, vraiment, soyez honnête avec vous-même et regardez si votre projet est en phase avec la réalité. Une fois que vous vous êtes rendu compte que vous avez les compétences, que c'est pas un désir, que c'est un désir profond, que votre projet est ficelé, que c'est en phase avec la réalité, il faut y aller. Il faut faire une enquête terrain. Et donc, l'objectif, c'est de travailler sur les différentes possibilités. Donc, plusieurs modes de recherche sont accessibles pour avoir une vision concrète de votre métier. Il y a soit échanger avec votre réseau personnel, professionnel, associatif et sportif. Vous pouvez leur dire, je songe très fortement à me reconvertir on va prendre l'exemple de fleuriste, dans les fleurs, d'ouvrir une boutique pour devenir fleuriste. C'est quelque chose qui me plairait énormément. Est-ce que tu connais quelqu'un, est-ce que tu as un de tes amis qui est fleuriste, ou même dans votre ville, ne pas hésiter à aller voir des fleuristes dans la rue, à leur poser des questions, etc., à les solliciter, ou même à prendre l'annuaire ou à prendre Google, pour celles qui sont, qui sont plus numériques, à taper fleuriste dans votre région et à tous les appeler pour savoir comment ça se passe. Vous pouvez également vous documenter à partir de sites internet ou de blogs spécialisés. Vous pouvez vous procurer des journaux spécialisés et visiter les salons professionnels quand ils rouvriront, mais je crois que c'est en septembre. Mais bon, évitez quand même avec le masque, etc. Enfin, faites attention avec le masque. Mais parfois, il y a des salons professionnels qui sont en plein air. Parfois, il y a des choses qui sont organisées dans votre ville qui peuvent être en plein air ou avec les mesures de sécurité qui sont respectées. Et enfin, bien sûr, recherchez des formations qui sont en cohérence avec vos pistes actuelles, ce qui va nécessiter de bien connaître le secteur d'activité, d'identifier les compétences et de savoir sur quel acquis s'appuyer. Enfin, il faut savoir une chose, c'est que lorsqu'on est en reconversion professionnelle, il faut se mettre au contact du poste et rencontrer directement les personnes dans votre situation. C'est la meilleure façon d'avoir une vision concrète de l'activité pour connaître vraiment le métier. Parce que vous aurez beau lire tout ce que vous voulez,
rien ne remplace un échange et qui sait, peut-être que ça va vous permettre de développer votre réseau et que dans quelques années, une fois que vous aurez fini votre formation, cette personne-là vous envoie des clients. Pourquoi pas? Alors, Rosine, je sais. Alors, hop. Ah non, c'est bon, en fait, je pensais que. Non, non, excuse-moi. Donc, vous voyez, j'ai mis ici le questionnaire à poser auprès des professionnels. Quand vous êtes quand vous allez démarcher ces personnes-là, n'hésitez pas à leur poser toutes ces questions. Alors, faites une capture d'écran. Hein, de toute façon, vous aurez le support de l'atelier, mais rien ne vous empêche de faire une capture d'écran. Donc, à vous intéresser sur les caractéristiques du métier, les profils des personnes qui sont en poste, les compétences, les formations, à quoi ressemble une journée type, les caractéristiques principales, les avantages et les inconvénients, les périodes d'adaptation à cette nouvelle vie, combien de temps il aura fallu pour s'habituer, l'avenir du métier, est-ce que le marché est-il porteur, pourquoi avoir choisi ce métier initialement, et d'autres conseils de professionnels, quels conseils ils vous donneraient pour quelqu'un qui veut se lancer, et enfin, bien évidemment, si ces personnes-là ont des contacts dans d'autres entreprises sur ce type de métier. Voilà. Et donc, une fois que vous aurez posé, que vous aurez identifié les professionnels, mais ça peut être les gens dans la rue, comme ça peut être des amis d'amis, comme ça peut être des personnes qui sont membres de votre club de sport, membres de votre club d'activité, membres de la Maison Rose. Voilà, s'il y a des personnes à la Maison Rose, à Bordeaux, à Paris, qui font des métiers qui vous passionnent, n'hésitez surtout pas à les contacter et à leur demander, voilà, je suis en pleine reconversion, j'aurais besoin de vous poser des questions. Ça va être intéressant. Ensuite, la question, la question 8, le point 8 à vous poser, c'est bien sûr l'argent. Vous l'avez vu dans mon partage d'écran, c'est money, money, money. Aujourd'hui, on a la chance d'être dans un pays soutenant les personnes en reconversion avec des aides et des dispositifs pour les candidats à la reconversion. Cependant, il faut penser à anticiper. Et quand je dis des aides, c'est quoi? C'est-à-dire que si vous êtes encore en poste et que vous demandez une rupture conventionnelle, vous allez toucher le chômage pendant 2 ans. Et Pôle emploi, ils ont un catalogue de formations et ils peuvent vous mettre en relation avec des formations. Et ils peuvent vous mettre en relation avec des formations pour, pour que vous puissiez vous perfectionner dans le métier de vos rêves. Également, il faut penser à l'argent, donc reprendre ses études. Ok, très bien, mais combien, pendant combien de temps, et est-ce que mes ressources vont être nécessaires? Et qu'est-ce qui se passe si jamais vous n'avez plus d'argent? Est-ce que vous avez des personnes qui peuvent vous aider? Etc., etc., etc. Ensuite, le 9e point, gérer ses proches. Et oui, c'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas pensé, mais dans le cadre d'une reconversion professionnelle, il va falloir gérer ses proches. Pourquoi? Puisqu'on va rencontrer 2 types de personnes. On va rencontrer l'entourage enthousiaste, peut-être un peu trop, et 2, l'entourage frileux. Alors, l'entourage enthousiaste, c'est quelqu'un qui va vous porter, qui va vous pousser. Par exemple, enfin, depuis que vous avez 14 ans, vous rêviez de faire ce métier et enfin, vous autorisez à le faire. Et donc, forcément, vos amis, vos proches, votre famille va vous encourager. Et en plus de ça, ils vont se dire qu'une personne qui est plus épanouie professionnellement, c'est une personne qui va mieux. Et donc, forcément, c'est une personne qui diffuse de la joie, du bonheur. Bref, tout va bien. Et puis, il va y avoir des entourages qui sont un peu frileux. Et donc, parfois, en fait, il peut arriver que votre entourage ne vous soutienne pas autant que vous le souhaitiez, voire pire, qui va tenter de vous convaincre de ne pas le faire. Et donc, règle de carrière, et ça, c'est moi en tant qu'ancienne chasseuse de tête et coach reconversion à la Maison Rose qui vous le dit, la plupart des personnes pensent donner des conseils alors qu'en réalité, les personnes donnent des avis. Nous sommes sur du subjectif et parfois, ces personnes-là qui vont vous dire « Oh, mais c'est rien, c'est une perte de temps, est-ce que tu es sûr que tu vas y arriver, etc. » En fait, finalement, ces personnes-là ne font que projeter sur vous les rêves qu'elles n'ont pas osé suivre. Et c'est beaucoup le cas, souvent le cas, trop souvent le cas. C'est tout le temps ça. C'est-à-dire que, pareil, nous ce week-end, avec des amis, on parlait vraiment de ça et j'ai pu analyser les différents comportements. Il y a des personnes qui vont dire
ah non, 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 mais le fais pas, ça va être difficile, et tu vas faire comment pour l'argent, et tu vas faire comment pour ta famille, et tu vas faire comment, mais est-ce que tu as vraiment envie d'abandonner ce statut? En fait, c'est des personnes qui vont essayer de casser le rêve dans l'œuf, qui vont essayer de tuer le rêve dans l'œuf, et qui, au lieu de s'intéresser sur vos ambitions, sur vos motivations, en disant, ok, tu as envie de te reconvertir, pourquoi tu as envie de te reconvertir, qu'est-ce qui te motive, qu'est-ce qui t'a fait avoir ce déclic. Si les personnes, en fait, de suite, sans même s'intéresser à vous, essayent de, littéralement, de réfréner vos ardeurs, bah, en fait, elles pensent vous donner des conseils alors qu'en réalité, elles donnent des avis. Et j'ai remarqué, et faites attention, c'est souvent le cas dans la vie. De manière générale, les gens, en fait, vont croire, mais tant sur le plan personnel que professionnel, hein, vous donnez des avis, vous donnez des conseils, et en fait, ce n'est pas des conseils. C'est juste leur ressenti. Et quand on est sur un ressenti, on est sur du subjectif. Un conseil, on est sur de l'objectif. Et enfin, dernière question à se poser avant d'entamer une reconversion, c'est quoi le plan B? Et oui, je sais, c'est pas du tout agréable, mais il faut absolument anticiper ce qu'on ne souhaiterait pas anticiper, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si la reconversion ne prend pas? Combien de temps vous vous laissez pour ce projet? Quelles limites financières ne souhaitez-vous pas franchir? Quelles limites émotionnelles ne souhaitez-vous pas franchir? Qu'est-ce que vous êtes prête à renier pour cette opportunité? La proximité avec les proches, la famille à côté, le salaire, le prestige, les avantages, etc. Voilà, il faut vraiment que vous vous posiez ces 4 questions en disant à partir de quel moment je dis stop? À partir de quel moment j'arrête de faire des frais? J'arrête de me lancer à corps perdu là-dedans. Voilà. Et enfin, pour conclure, je sais que la reconversion professionnelle, c'est quelque chose de difficile, tant sur le plan émotionnel, mais ça reste une très belle aventure et dites-vous que vous ne pourrez jamais vous reprocher d'avoir essayé. On peut se reprocher de ne pas avoir essayé, mais on ne peut pas se reprocher, même si ça ne fonctionne pas, de ne pas avoir essayé, parce que quoi qu'il en soit, vous avez appris des choses. Donc voilà, donc je vous répète les 10 questions à se poser avant d'entamer une reconversion. Pourquoi? Depuis quand? Est-ce que c'est un désir profond ou c'est quelque chose qui vient répondre à une angoisse? Partir, oui, mais pour faire quoi? Quel est votre projet? 5. Quelles compétences avez-vous besoin de développer et comment? 6. Est-ce que votre projet est en phase avec la réalité? 7. Allez faire l'enquête terrain. 8. Financièrement, ça se passe comment? L'argent, l'argent, l'argent. 9. Comment gérer ses proches? Et 10. Penser à un plan B. Voilà, mesdames. Écoutez, moi, j'ai terminé, en tout cas, cet atelier. Donc, on va Oh, je vois qu'on est passé on a plus de personnes. Bah, bienvenue pour celles qui n'étaient pas là depuis le début. Et je vois qu'on a déjà des questions. Donc, bah, écoute, Rosine, si ça te va, on va prendre les questions. Qu'est-ce que tu en penses? Ça me va très bien, ça me va très bien, Margot. Alors, du coup, moi, je vais aller du côté de Q&R. Alors, c'est Isabelle qui se décrivait quand tu demandais de se décrire. Donc, Isabelle qui se décrit comme passionnée, décousue, à rémunérer, la petite touche d'humour. Alors, les questions de Mireille. Certains conseils, justement, disent de ne pas prévoir de plan B, sinon on n'est pas à fond dans son projet. Qu'en pensez-vous? Alors, c'est effectivement quelque chose que j'entends très souvent. Et moi-même, moi, hein, quand j'ai monté ma société, on m'avait dit qu'il ne fallait pas penser à un plan B. Ça dépend de votre personnalité, Mireille. C'est-à-dire que si vous estimez que avoir un plan B, c'est quelque chose qui peut vous rassurer parce que vous pouvez vous dire, bon, bah voilà, si jamais ça ne fonctionne pas, il se passe ça, c'est tant mieux. Parce que si vous êtes une personne angoissée et au fait, quand vous gérez votre projet, vous êtes plus obsédé par ce qui va se passer si jamais vous ne réussissez pas que par ce qui se passe si vous réussissez, ça peut vous surassurer. Et après, effectivement, il y a certaines personnes qui disent, bah non, parce qu'en fait, quand on pense à l'après, c'est que finalement, on n'est pas à fond dedans et qu'on ne se donne pas les moyens de réussir. Moi, je pense que c'est avant tout une façon de gérer vos angoisses et comment vous les appréhendez. Si vous les appréhendez de façon, si vous êtes quelqu'un de ne pas stresser naturellement, effectivement, ne pensez pas à un plan B. Si par contre, comme moi, vous êtes une nature très anxieuse et vous avez besoin de vous rassurer, de vous mettre des garde-fous, dans ces cas-là, bah, mettez vos garde-fous ou alors fixez-vous une limite. Dites-vous, bah voilà, jusque temps investi émotionnellement ou financièrement ou en termes de temps, c'est ma limite. Voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions, Mireille. Oui, Mireille qui dit en t'écoutant, je garde le plan B alors, merci. D'accord, bah, très bien. Bah, Puis chacun fait en fonction de son tempérament, comme tu disais, Margot.
C'est ça. C'est encore une fois, euh, ça dépend effectivement des natures. Moi, je sais que je suis une nature anxieuse et que j'aime bien avoir des plans B. Et surtout, quand c'est financier, enfin, au bout d'un moment, on ne peut pas faire n'importe quoi. Enfin, c'est bien beau de se dire, je vis le jour et ensuite on verra. Oui, très bien, mais bon, on ne se nourrit pas encore d'amour et d'eau fraîche, hein. Donc, Tout à fait. Alors, il y a Valérie qui dit, connaissez-vous des coachs pour échanger et trouver sa reconversion? si vous souhaitez, on peut échanger ensemble. Après, moi, je ne suis pas coach, hein, je ne suis pas certifiée coach, hein, je suis spécialisée dans les carrières. Ça, je ne me suis pas présentée au début, mon Dieu. Je vais me présenter un petit peu parce que je ne l'ai pas fait, d'habitude, je le fais. En fait, j'ai été chasseuse de tête, donc je travaillais dans le recrutement en finance pendant 3 ans et demi, 4 ans. Et ensuite, là, je fais du conseil en égalité professionnelle et je fais du conseil carrière avec We On Board. Voilà. Mais si je connais des coachs, si je pense à des coachs, je n'hésiterai pas à vous en faire part, Valérie. Merci Margot. On a Catherine qui demande comment définir son projet lorsqu'on n'en a pas encore. Là, en fait, c'est tout l'objet des ateliers. Je ne sais pas parce que vous vivez, Catherine, mais en fait, à la Maison Rose, on fait des ateliers, enfin, j'anime des ateliers sur la reconversion professionnelle et je vous aide à trouver votre voie. Donc, comment définir son projet? Tout simplement, peut-être, si vous avez vraiment, en fait, déjà, si vous êtes dans une démarche, est-ce que vous êtes dans une démarche de vouloir partir ou de vouloir rester? Si vous êtes dans une démarche de vouloir partir, partir pour quoi faire? Encore une fois. Oui, effectivement, on parle de l'association Avarap qui accompagne très bien. Partir pour quoi faire, pour aller où, dans quel objectif, qu'est-ce que vous souhaitez gagner, voilà. C'est vraiment en fait se poser ces petites questions au fur et à mesure et faire la liste des choses qui vous animent et des raisons pour lesquelles vous souhaitez partir. Parce que moi, très souvent, quand on fait des ateliers à la Maison Rose, il y a beaucoup de femmes en fait qui se rendent compte qui ont la sensation de vouloir faire une reconversion professionnelle, qui ont l'impression que c'est un problème de fond, alors que dans la majorité des cas, c'est juste un problème de forme. C'est-à-dire que les femmes ne s'entendent pas bien avec leur employeur actuel, ou alors le contexte dans lequel elles exercent leur métier ne leur satisfait pas. Et donc voilà, après malheureusement, il faudrait aller un peu plus loin pour analyser pourquoi vous souhaitez partir, pourquoi vous envisagez une reconversion, etc. D'accord. On va enchaîner sur la question de Fatia qui dit bonjour. J'ai déjà bien avancé sur mon projet. Je suis depuis 1 an au chômage et Pôle emploi ne subventionne pas ma formation. J'attends la réponse à ma demande de RQTH pour faire les demandes auprès de Cap Emploi. Ma question est quel statut? Que pensez-vous de la micro-entreprise? Alors, Fatia, je ne suis pas juriste malheureusement. Je ne suis pas assistante sociale non plus. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, tout ce qui est question par rapport à la question de la RQTH ou même par rapport à Pôle emploi, ça malheureusement, je suis dans l'incapacité d'y répondre et j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc, c'est pour ça, je préfère ne pas m'avancer. Après, la micro-entreprise, l'auto-entrepreneuriat, c'est très simple, hein, ça se fait en 1 heure sur Internet. Donc, encore une fois, je ne connais pas votre projet, mais tout dépend de votre projet. Mais la micro-entreprise, si vous souhaitez être entrepreneur pour démarrer, c'est ce qu'il y a de mieux. D'accord. Alors, pour Fatia, peut-être se rapprocher des assistantes sociales de l'hôpital, peut-être, C'est ça. pour pouvoir avoir une réponse à sa question. Et nous avons Stéphanie qui nous dit, est-ce que le Pôle emploi finance des formations quand on est au chômage, en complément des points formation? Bien sûr, c'est-à-dire que si vous avez travaillé, normalement, vous avez cotisé pour avoir ce qu'on appelle le CPF, c'est le congé professionnel de formation. Et lorsque vous êtes au chômage, Pôle emploi va faire en sorte que vous utilisiez votre CPF pour pouvoir financer ces formations. Et dans certains cas, il peut vous aider à financer l'autre moitié qui manque. Après, encore une fois, tout dépend de votre cas, de votre situation, de la formation que vous souhaitez, de son prix, etc. Mais je le redis parce qu'il y a Mireille qui l'a dit, pour les reconversions professionnelles, vous avez l'AVARAP, AVARAP, qui accompagne très bien aussi. Alors, Stéphanie qui te dit merci. Nous passons à Corinne qui demande, alors, c'était une reconversion professionnelle déjà présente depuis longtemps, en tout cas l'envie, et révélée par la maladie. Alors, je me dis, c'est peut-être un complément d'une question auquel… Elle est juste en dessous, je fais la suite, ouais. Alors, Fatia qui demande, est-ce que je pourrais vous envoyer mon projet? Merci. Oui, bien sûr, envoyez votre projet à contact, comme on l'a dit au tout début, .paris@maisonrose.fr et on me retransmettra le mail. Ok. Alors, Corinne, comment faire lorsqu'on doit aussi gérer des effets secondaires ou des traitements des troubles cognitifs? Ça, malheureusement, effectivement, ça fait partie des choses
comme je vous disais, lors de la reconversion professionnelle, c'est de la réalité la réalité. C'est de la, comment dire, c'est de la réalité de votre projet. Est-ce qu'il est en phase avec votre réalité? Et quand je vous disais est-ce qu'il est en phase avec votre réalité, il y a bien sûr la réalité professionnelle, mais il y a également la réalité, il y a la réalité sanitaire, votre réalité sociale. Et donc, si c'est très difficile pour vous, essayez peut-être de le faire de façon un peu moins intense ou de vous organiser et de voir les moments dans la journée sur lesquels la fatigue des troubles secondaires liés à la maladie est la moins pesante. Parce que bien évidemment, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes, effectivement, lorsqu'elles les traitements en fait, impactent totalement leurs troubles cognitifs et donc forcément, on a l'impression d'être plus lent ou quoi que ce soit, alors que vous inquiétez pas, c'est pas vous, c'est la maladie. Donc, acceptez simplement ce qui arrive et adaptez-vous en fonction. C'est-à-dire que si vous vous rendez compte que lorsque vous êtes en traitement le matin, vous êtes beaucoup plus efficace que l'après-midi, et bien travaillez sur votre projet le matin. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Corinne. J'espère que oui. On va enchaîner sur Isabelle, si tu veux bien. Bien sûr. Qui nous dit, à 57 ans, j'ai 2 licences italien. J'ai 2 licences en italien sans doute, je crois. 2 masters en reprise d'études. Un CAPES lettres ratées. Je suis sous hormonaux. J'hésite à me remettre en recherche d'emploi ou en reconversion. Je suis enseignante en français. Alors, cause du cancer ou en partie études, mais nécessité de transmettre. Mais en fait, il y a le peu que je peux me permettre, Isabelle, vous avez un beau parcours. Hein. Vous dites un CAPES, lettres ratées, c'est un peu dur envers vous-même. Vous avez quand même... voilà, vous êtes licence d'italien, de master en reprise d'études. Et du coup, Isabelle, c'est quoi l'objet de votre question? Je ne suis pas sûre de comprendre. Est-ce que tu as compris, toi, Rosine? Alors, moi, aussi, c'est vrai que c'était un peu flou, Isabelle, mais je crois comprendre qu'Isabelle hésite à se remettre en recherche d'emploi ou en reconversion. Donc, c'est les deux aspects. Est-ce qu'elle cherche un travail ou est-ce qu'elle peut-être reprend des rêves qu'elle a laissés de côté? Isabelle, dites-moi si je suis dans la bonne direction. C'est peut-être ce que j'ai compris. Mais je ne sais pas si on peut répondre parce que comme la réponse vient sans doute de vos croqueurs, je ne sais pas, Margot, oui. Exactement. Non, non, mais c'est ça, en fait. Hein. C'est effectivement... elle hésite à... Ah, ok. Vous hésitez à vous mettre en recherche. Encore une fois, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi vous voulez être en reconversion? Pour faire quoi? Est-ce que vous avez l'énergie? Est-ce que vous avez l'envie? Est-ce que c'est un projet qui vient répondre à une angoisse? Ou est-ce que, au contraire, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps? Et encore une fois, rien ne vous empêche de vous mettre en recherche d'emploi, de regarder comment ça se passe. Et si effectivement vous vous rendez compte que ce n'est pas du tout ça, eh bien, de vous faire la reconversion. Encore une fois, il n'est jamais trop tard. Oui, je suis d'accord avec toi, Margot. On a souvent l'impression que ça y est, j'ai atteint un certain âge, tout est foutu. Mais en fait, non, rien n'est jamais... Non, non, non. Il ne faut pas s'enfermer. Encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui considèrent la vie professionnelle comme étant un TGV, quoi. On monte dedans, on fait notre carrière et puis ensuite, on se réveille à 65, 70 ans, enfin peu importe au niveau de la retraite et c'est fini. Alors qu'en réalité, la reconversion, la vie professionnelle, c'est pour moi la suite de... Voilà, on teste, on revient, on repart, etc. Et c'est pas grave. Enfin, si ça vous convient, tant mieux. Il y en a au contraire qui pourraient jamais faire plusieurs métiers dans une vie, quoi. Voilà. Mais ne serait-ce que d'avoir fait autant d'études déjà, c'est positif. Hein. Ouais. Des masters, bon, moi, je sais que je n'avais pas personnellement le cran d'aller jusque-là. Donc, ce n'est pas non plus un échec d'avoir fait plusieurs formations, hein, vous savez. Enfin, de mon point de vue, en tout cas. Non, jamais. Encore une fois, il faut jamais regretter, il faut jamais se remettre en question. Parce que, en fait, il faut savoir que dans la vie professionnelle, quand on prend une décision à l'instant T, c'est qu'on estimait que c'était la meilleure des décisions à prendre à ce moment-là. Donc, si, je sais pas, moi, il y a 10 ans, tu as fait le choix de ne pas faire un master, de pas pas faire une licence, ou tu as fait le choix de faire une licence ou de faire un master, c'est qu'à ce moment-là, en fait, tu estimais que c'est ce qu'il y avait de mieux pour toi. Et forcément, on est des êtres humains, donc on change, notre cerveau évolue, on se nourrit de la vie, et on se rend compte peut-être après coup qu'on aurait dû faire. Mais c'est facile de dire, j'aurais dû si j'avais su. C'est comme si on disait, ah putain, si j'avais su les numéros du loto, j'aurais dû les jouer. Oui, enfin merci, mais bon, à moins d'avoir une boule de cristal, c'est compliqué, quoi. Non, mais bon, c'est toujours facile de se dire, ah, si j'avais su, j'aurais fait ça comme ça. Non. Tu as tout à fait raison que c'est vraiment en fonction, c'était le meilleur choix qu'on pensait faire. À ce moment-là, il n'y a pas à se... Voilà. Rien ne dit qu'en plus, on avait fait l'autre voie, on serait beaucoup plus heureux, hein, parce qu'on a tendance à refaire les choses à sa 60 ans. Mais si j'avais fait ça, ça aurait sûrement marché. On n'en sait rien. Exactement. Et Isabelle nous dit, mais pas de regrets à avoir. Donc, exactement, il ne faut pas avoir de regrets, il faut faire les choses quand on a envie. Et si aujourd'hui, vous avez fait
vous avez choisi de faire cette carrière et de faire ces diplômes ou de ne pas les faire, eh bien, c'est ce qui vous convenait mieux à la fois. Donc, écoutez-vous, faites-vous confiance et voilà. Je regarde du côté de Facebook, mais il n'y a pas de question, à part Marilyn qui disait comment faire pour être accompagnée. Mais je pense qu'on a répondu, c'était le réseau à Varap. Ouais, Varap, regardez parfois avec vos... Ça, j'en parle la semaine prochaine. Avec le bilan de compétences, vous pouvez faire des bilans de compétences avant d'entamer une reconversion professionnelle. Regardez avec votre congé professionnel de formation, voir combien vous avez sur votre congé professionnel de formation. Donc, c'est moncompteformation.fr ou .gouv.fr, je sais plus, c'est un site de l'État. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir avoir des formations qui peuvent être adaptées, qui vont vous être proposées. Existe-t-il, à part le Pôle emploi, des organismes pour l'orientation des adultes? Non, je ne crois pas. Il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de sites de reconversion. Après, vous avez, comme quelqu'un le mentionne, il y a plusieurs sites professionnels comme APEC, apec.fr. L'APEC, c'est quoi? C'est l'Association pour l'emploi des cadres. Et en fait, c'est une base de données où il y a plein de jobs. Et parfois, en fait, vous avez des conseillers APEC qui peuvent vous aider. Et c'est gratuit. Mais du coup, comme c'est pour les cadres, quelqu'un qui est non-cadre peut y aller aussi ou pas? Ou c'est vraiment… Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Ah, d'accord. Après, bien sûr, après, par contre, tout ce qui est métier secteur public, il n'y a pas. Et par contre, tout ce qui est secteur privé, il y a. D'accord, merci, Margot. Je t'en prie. Voilà. Alors, il y a une dernière question de Corinne tout en bas. Alors, prise en charge en rémédiation cognitive à Bergonier, Bordeaux. Fait secondaire à long terme, groupe que j'espère transitoire, franchir le cap de reconnaissance du handicap, dure étape, oui, alors que le parcours de soins, protocole, cancer terminé. Déjà, bravo pour cette… Après, la RQTH, Corinne, c'est pas obligatoire, hein, mais si effectivement vous êtes en train de la faire en ce moment, c'est que vous avez estimé que c'était ce qu'il y avait de mieux pour vous. Donc voilà. Ok. Bah, si Isabelle, votre envie, c'est d'avoir une vie perso, dans ces cas-là, mettez votre vie personnelle au centre de votre vie maintenant et faites en sorte que tout s'adapte à votre vie personnelle et non plus que votre vie personnelle s'adapte à la vie professionnelle. Donc encore une fois, c'est le moment. Je regarde du côté de Facebook s'il y a des questions. Alors. Ah, on a une question de Odile. Alors, bon, du coup, je vais te lire ces plusieurs questions à la suite. Alors, Odile qui nous dit, j'étais aide-soignante, je ne m'y vois plus à la suite de mon cancer. J'étais auparavant assistante commerciale et j'ai fait la formation AS à 40 ans. Aujourd'hui, j'ai 51 ans, j'ai encore une petite opération en fin d'année. Je suis actuellement une formation pour devenir conseiller en relations humaines et développement personnel. Je souhaiterais d'abord reprendre un mi-temps thérapeutique et envisager ce métier à temps partiel. Qu'en pensez-vous? Bah, bien sûr, hein, si c'est ce que vous avez envie de faire, allez-y. Hein, encore une fois, tout dépend de est-ce que votre projet est fiable, est-ce que financièrement c'est bon. Moi, en fait, comment dire, mon but, c'est pas de vous donner un avis sur vos choix. Et j'utilise bien le mot avis, mais c'est de vous donner les questions à vous poser pour être sûr que vous soyez dans la bonne direction. Si effectivement vous avez suivi l'atelier et que votre projet professionnel répond à une envie profonde, qu'il est clair, il est défini, que vous avez les compétences, ou en tout cas que vous êtes en train de les avoir, que c'est en phase avec la réalité, que vous avez fait votre enquête terrain, que financièrement vous avez anticipé et que vous avez éventuellement pensé à un plan B si vous êtes de nature anxieuse, bien sûr. Mais encore une fois, je ne pourrais jamais vous dire à votre place, tout comme je ne peux pas le dire à mes amis ou à ma famille, ce qui est bien ou pas pour elles, puisque seul vous le savez. Et le tout, en fait, c'est juste d'assumer ça. C'est comme il y a des personnes qui mettent leur vie professionnelle avant tout, il y en a qui mettent leur vie personnelle avant tout, et personne ne peut juger, puisque c'est vous qui décidez. Donc, on peut juste vous conseiller. Odile qui dit qu'elle découvre cet atelier. Mais Odile, c'est tous les lundis après-midi, donc n'hésitez pas à revenir lundi prochain. Cette fois-là, Margot se parlera du bilan de compétences. C'est ça. Bah, écoute, moi je pense qu'on a fait le tour des questions. Moi aussi, je pense. Et Valérie qui dit merci pour ces bons conseils. Avec plaisir.
De rien. Alors, bon, merci à vous toutes qui avez été là. Merci de votre fidélité. Il y a des prénoms comme ça qu'on reconnaît. Merci à toutes les nouvelles personnes qui étaient là. Tout au long de la semaine, nous continuons à proposer des ateliers, que ce soit en présentiel à la Maison Rose. Alors, du coup, à Bordeaux, je ne sais plus puisque c'est les vacances. Et en tout cas, à la Maison Rose Paris, ici. Et vous avez tout le temps des ateliers aussi en ligne, pratiquement chaque jour de la semaine. Et on retrouvera la charmante Margot lundi prochain pour le bilan de compétences. Et la charmante Rosine aussi. Ah, non, je serai en vacances. Je vais aller. Ah, en vacances. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais il y a Elodie qui revient. Donc. Elodie qui revient. Ok, d'accord. Moi c'est bien, je pars en vacances après tout le monde. Donc, Mais en fait, on essaie de partir tout pour être prête pour peut-être septembre, tu sais, pour la réouverture. Si on peut faire vraiment une réouverture des Maisons Roses, donc on croise les doigts, comme tu dis, partir toutes très vite pour pouvoir après revenir en septembre et vous proposer encore. Tu pars où, Rosine, en vacances? Fais-nous rêver. Alors, après de longues hésitations entre Saint-Jean-de-Luz et La Rochelle, on s'est décidé pour La Rochelle. Donc, j'espère que c'est joli. Je ne suis jamais allée. Très beau. Très, très beau. J'ai des amis qui ont été récemment. C'est très joli. Il fait beau, il y a un beau port, tu manges bien, semaine de mer, c'est parfait. Il y aura du dépaysement. Bon, je vous raconterai tout ça. Alors, Marguerite me demande quand même, faites-vous toujours des ateliers de reconversion en présentiel? Oui, à la Maison Rose Paris. Pas actuellement, mais… Actuellement, à cause des conditions sanitaires que l'on sait malheureusement. Mais en fait, à la base, moi, je fais des ateliers sur la reconversion professionnelle à la Maison Rose Paris. D'ailleurs, ça fait 8 mois que je n'ai pas vu Rosine à cause de ça. Là. C'est vrai, on ne s'est pas vu depuis longtemps, oui. Et à cause du Covid, et puis en plus de ça, parce que c'est plutôt chouette, et comme ça, en fait, il n'y a pas que les personnes qui sont sur Paris et sur Bordeaux qui ont accès aux ateliers. On fait en fait désormais des ateliers en plus, enfin, essentiellement maintenant sur Zoom. Comme ça, en fait, on a plein de personnes. Moi, la dernière fois, j'avais des personnes qui venaient de la Réunion ou des choses comme ça qui ne peuvent pas accéder à la Maison Rose d'un point de vue logistique, mais qui le peuvent grâce à ça. Donc, c'est plutôt chouette. Exactement. Donc, il y aura les deux. On va toujours proposer, je pense, les deux alternatives. Mais Valérie, si vous êtes de Paris en septembre, peut-être, on verra, vous pourrez retrouver Margot cette fois-ci en chair et en os. On croise les doigts. On croise les doigts. Bon, on va vous laisser. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci pour vos questions toujours très intéressantes. Merci à Margot pour ton dynamisme. À chaque fois, tu apaises beaucoup les personnes. En tout cas, les retours qu'on en a par mail, beaucoup de personnes sont après gonflées, plus légères en tout cas par rapport à ce questionnement un peu angoissant. Ah, mais il ne faut pas se stresser pour la vie professionnelle. Hein. Ouf. Non, mais je veux dire, c'est comme la vie sentimentale en fait. Hein. C'est comme tout. Hein. Mais c'est ce que je dis à mes copines. Je leur dis, mais je sais pas, enfin, bon, à part des cas exceptionnels où il y en a qui rencontrent le ou la bonne, peu importe l'orientation sexuelle, la bonne personne, voilà, c'est plus simple, à leurs 18 ans et qui passent leur vie avec elle, la vie professionnelle, c'est la même chose. Genre, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des fois on est célibataire, il y a des fois on reste 6 mois, il y a des fois on reste 10 ans. Enfin, il faut vraiment prendre ça à la légère tant qu'on arrive à se nourrir et à s'épanouir. Voilà. Et même si ce n'est pas des métiers auxquels on était prédisposés, il faut juste être heureux où est-ce qu'on est. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas des arbres. Donc, si jamais ça ne vous plaît pas, ça nous empêche de partir. Exactement. Merci pour ça. On va clôturer avec ça. Mais c'est vrai ce que tu dis, Margot. Rien n'empêche. Des fois, on galère, on reste des années en endroit où on est malheureuse, alors qu'on n'est pas marié, qu'on n'a pas signé de contrat à la vie, à la mort avec son travail. Non? Merci, Margot. Ben, écoute, à très bientôt. Bonnes vacances. Merci, c'est gentil. Je m'amuserai bien. Et oui. Tout le monde. À bientôt. Salut, ciao.